tout d'abord me présenter. Donc Yves Lauriard, donc je suis responsable de projet à l'ANS, des projets télésanté et particulièrement voilà, de la conception des référentiels de télésanté. Le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement celui des dispositifs médicaux à fonction numérique. Et c'est un webinaire, donc effectivement, plus axé sur les prothèses auditives. Comment ça a fonctionné? On va pas faire de tour de table. La présentation devrait durer, je pense, une demi-heure à peu près, ce qui laissera la place à des questions. Donc, je vous invite éventuellement à poser les questions dans le chat ou si nous ne sommes pas très nombreux, on pourra peut-être vous laisser la parole aussi à la fin. Voilà, et voilà, si vous pouvez juste couper les micros quand vous arrivez, merci pour tout le monde. Voilà. Alors pourquoi ce webinaire? Effectivement, c'est tout simplement parce que on va le voir tout au long de la présentation. Il y a une nouvelle réglementation voilà, qui est en place depuis début 2024 et on a constaté effectivement que tous les candidats, tous les fabricants ou distributeurs de prothèses auditives, effectivement, nous n'avions pas tous ceux qu'on comptait avoir dans le processus de certification de conformité de l'ANS. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se permet de faire ce webinaire pour voilà, communiquer un petit peu plus sur cette partie-là et essayer, j'espère, de répondre à toutes vos questions. Alors, la présentation, donc il y a un certain nombre un certain nombre de parties. On va commencer évidemment par la présentation du périmètre d'application du référentiel avec son cadre réglementaire. Donc, ce sera effectivement un aspect assez général. On va essayer de décrypter cette réglementation. Ensuite, quelles sont effectivement les exigences qui vont s'appliquer à votre système? Donc là, on pourra effectivement parler un petit peu plus de la partie prothèse auditive, avec la particularité éventuellement de qui doit déposer le dossier. Voilà, si ce sont des questions que vous vous posez et qui peuvent freiner effectivement le dépôt d'un dossier à l'ANS. On verra aussi le découpage des dossiers, puisqu'il y a effectivement une particularité aussi pour les prothèses auditives où il y a un très grand nombre de dispositifs médicaux numériques. Donc voilà, on va prendre en compte aussi cette particularité. Et puis on terminera par effectivement les prochaines étapes de votre côté. Ce qui vous reste à faire. Voilà, donc on va rester dans un cadre général. Si après il y a des questions particulières que vous souhaitez, n'hésitez pas. Et puis s'il y a des questions voilà, qui nécessitent plus de confidentialité, vous pourrez toujours nous contacter après. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et puis la dernière partie où on devrait avoir un petit peu de temps pour répondre aux questions-réponses. Alors, le périmètre d'application du référentiel, donc effectivement, là, tout se base sur le décret. J'ai rappelé, donc on vous enverra bien sûr la présentation. J'ai remis le lien, c'est le décret donc 2022-1767 du 30 décembre 2022. Donc effectivement, son nom, on nous le rappelle assez souvent, est assez mal choisi. On ne voit pas la slide, on est toujours sur la slide d'intro, c'est normal? Non, c'est pas normal. Effectivement, merci En tout de. cas, moi, je suis toujours sur la première Oui, c'est ce que slide, je j'allais sais dire, moi non pas. plus. Ouais, Voilà. Là, Alors, c'est bon. c'est bon là? Ouais, Oui. ok, Donc ça marche. Oui. voilà. Donc le plan, je l'ai détaillé tout à l'heure, mais voilà, vous le voyez en visuel maintenant. Voilà. Donc c'est les 6 parties que nous allons détailler. Et voilà, j'en étais là, donc vous n'avez pas loupé grand-chose. Donc effectivement, le décret donc, qui est paru le 30 décembre 2022
et qui dit effectivement que les dispositifs médicaux intégrant une fonction de traitement de données personnelles ou impliquant un hébergement de données de santé à caractère personnel doivent être certifiés conformes au référentiel mentionné à l'article L 1470-5 du Code de la santé publique, etc. Voilà, donc ça effectivement nécessite un petit décryptage. Donc les référentiels mentionnés à l'article 1470, ce sont effectivement les référentiels de l'ANS, les référentiels sectoriels, et celui qui nous importe ici, c'est le référentiel donc des dispositifs médicaux numériques. Alors il s'appelle comme ça. Aujourd'hui, on l'appelle plutôt des dispositifs médicaux à fonction numérique, ce qui est un petit peu plus clair. En tout cas, voilà, la version donc, de ce référentiel qu'on va détailler un petit peu plus après, c'est donc la version 1.2.2 qui est donc disponible sur le site de l'ANS. Voilà. Donc, ce décret, effectivement, il dit qu'à partir du 1er janvier 2024, les dispositifs médicaux doivent être certifiés conformes avec voilà, un certificat de conformité de l'ANS. Et il intègre tous les dispositifs médicaux, pas uniquement ceux, bien sûr, de télésurveillance, comme le décret pourrait, des fois, le nom du décret pourrait le laisser entendre, mais c'est bien tous les dispositifs médicaux intégrant une fonction numérique. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail après pour effectivement voir le périmètre d'application. Voilà, alors effectivement, ce webinaire tombe bien dans l'actualité. Voilà, j'ai appris effectivement hier, alors on savait que ça allait arriver prochainement. Normalement, le ministère a donc commencé à envoyer des courriers, des mails hier pour effectivement rappeler que j'ai remis là le contenu du mail qui a été envoyé hier. Voilà que effectivement, si vous exploitez, distribuez des DM à fonction numérique et qui sont inscrits sur la LPP, vous devez être certifié conforme. Voilà, donc effectivement, je ne sais pas si certains d'entre vous ont reçu ce mail. Normalement, je pense que certains ont dû le recevoir. Voilà, je n'ai pas eu la liste exhaustive encore, mais voilà, en tout cas, c'est donc d'actualité de euh, au moins entamer le processus de certification de conformité à l'ANS. Voilà. Alors, le périmètre d'application, effectivement, comme on l'a vu, c'est pour tous les dispositifs médicaux numériques qui sont inscrits ou qui souhaitent s'inscrire sur la LPPR. Donc ça, c'est ce qui nous importe principalement aujourd'hui. C'est aussi donc pour les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance, hein. Donc c'est important de voir le périmètre global. Donc la LATM qui est la liste d'activités, des activités de télésurveillance médicale. Voilà, et puis globalement, voilà, cette certification de conformité, elle est nécessaire pour tous les dispositifs médicaux numériques qui souhaitent avoir voilà, un programme de remboursement donc par le programme PECAN, le programme PECAN ou PECT, donc la prise en charge anticipée. Voilà, donc ça c'est effectivement maintenant le nouveau process. Alors là, j'ai mis sans exigence contrôlée au maximum. Donc effectivement, si on regarde le référentiel, il y a une centaine de lignes qui peuvent s'appliquer. On va voir un petit peu après, dans le cadre des prothèses auditives, qu'est-ce qu'il en est. Donc j'ai bien mis au maximum, sachant qu'effectivement, le maximum est atteint pour les dispositifs de télésurveillance. C'est globalement eux où il y a le plus d'exigences qui vont s'appliquer. Voilà. Alors, les dispositifs médico-numériques qui sont inclus, qui sont concernés par ce référentiel, donc c'est les DM qui ont donc obtenu le marquage CE, donc on le rappelle, conformément soit au règlement, soit aux directives européennes. Voilà, on accepte évidemment les deux sur cette période de transition. Ce sont aussi évidemment les dispositifs médicaux qui impliquent un traitement de données à caractère personnel.
Voilà, c'est ce qui est marqué dans le décret. Et puis, évidemment, ce sont ceux qui sont destinés à un usage individuel. C'est important de le rappeler, puisque c'est vraiment un des critères pour être concerné par ce référentiel. Euh, voilà. Alors, ça doit rappeler quelque chose à nos amis du SNITEM qui sont présents. Voilà, on avait fait, c'est un travail qui date d'il y a quelques semaines, voire quelques mois, ce qu'on appelle un petit peu un arbre de décision. C'est pour savoir si effectivement l'EDM que vous exploitez, que vous fabriquez ou que vous distribuez, est-ce que finalement il est recevable à cette certification de conformité de l'ANS? Donc voilà, on a fait ce travail-là où il y a quelques questions à se poser. Et effectivement, dans le cas où toutes les réponses sont oui, ça signifie que votre DM est donc concerné par le processus de conformité de l'ANS. Alors là, dans le cas effectivement des prothèses auditives, si vous êtes là, c'est qu'effectivement, ça répond à toutes les cases puisque oui, donc ce DM embarque des fonctions numériques. Oui, ils sont inclus dans dans le périmètre d'un marquage CE. Ils sont inscrits aussi sur la LPPR. Et puis, ils impliquent un traitement de données à caractère personnel ou un hébergement des données de santé. Voilà. Donc, alors si évidemment il y a des difficultés sur cette analyse-là, c'est de toute façon quelque chose qu'on réanalyse lors de la recevabilité de la candidature. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors, si on regarde un petit peu plus, hein, donc là j'ai schématisé assez succinctement pour faire quelque chose d'assez général, mais on a effectivement, je dirais, l'habitude d'avoir toujours des particularités, des cas, voilà, des cas à part. Mais voilà, ça me semblait important voilà, de discuter déjà d'une candidature, on va dire standard d'un fabricant, mettons, de prothèses auditives. Donc voilà, on a le dispositif médical qui est une prothèse auditive. Il y a aussi une télécommande ou un programmateur qui va compléter ce dispositif. Et pour certains d'entre vous, il peut y avoir une application patient. Voilà, et voilà, qu'est-ce qui va rentrer dans finalement le dossier de candidature. Donc, ça, c'est aussi une partie sur laquelle on va vous aider et que de toute façon, on va valider dossier par dossier, hein, puisque je rappelle que il peut y avoir des particularités. Mais voilà, pour vous donner déjà un petit peu une idée, la prothèse auditive, donc c'est ce qu'on vient de voir, oui, c'est le DM qui est remboursé, qui est inscrit sur la LPPR, c'est le dispositif médical numérique, et donc lui, forcément, il est dans le périmètre d'application du référentiel. Par contre, la télécommande ou le programmateur ne fera pas partie, il n'y aura pas d'application d'exigence sur ce composant pour la principale raison qu'il n'est pas à usage individuel. Voilà. Alors, après, je ne rentre pas dans tous les critères, il suffit qu'il y ait une des raisons pour lesquelles il ne rentre pas et ça ne s'applique pas. Et puis, pour ceux qui ont aujourd'hui des applications patients, la plupart du temps, ils ne font pas partie du remboursement. C'est éventuellement une application donc, qui est fournie gratuitement. Et donc, pour cette raison, cette application patient, même si nous avons dans le référentiel effectivement des exigences sécurité qui pourraient s'appliquer, qui s'appliquent dans certains cas, le fait que là, cette application patient ne fait pas partie du remboursement, si c'est bien le cas, ne fera pas partie donc, du périmètre d'application du référentiel. Voilà.
Alors, une fois qu'on sait qu'effectivement, quels sont je dirais, les composants du système sur lesquels le référentiel va s'appliquer, l'autre question qui va se poser, c'est quelles sont les exigences qui vont s'appliquer à mon DM à fonction numérique. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, voilà, je me permettais de rappeler un petit peu dans les grandes lignes le périmètre, l'ensemble des exigences du référentiel V1. Donc effectivement, là, on voit les grandes lignes. Il y a plusieurs catégories de sections, en fait, hein. Voilà, chaque colonne, on appelle ça une section. Côté Ségur, ça peut s'appeler des chapitres maintenant, mais voilà, c'est la même chose. Il y a des sections qui vont s'appliquer si, par exemple, on a un accès professionnel de santé, en l'occurrence l'annuaire de santé qui permet de s'adosser au fichier RPPS, à l'annuaire de santé. L'INS aussi qui peut s'appliquer si effectivement il y a des professionnels de santé derrière qui vont pouvoir gérer l'INS. La partie Pro Santé Connect aussi pour l'authentification du professionnel de santé. L'accès évidemment sécurité, PGSSIS côté accès professionnel. Et puis voilà, s'il y a un accès patient, il va y avoir des sections, une section sécurité sur les accès patients. Et puis aussi, voilà, une section RGPD, portabilité des données. Voilà. Donc ça brosse un petit peu aujourd'hui le périmètre total, global de cette V1 du référentiel des dispositifs médicaux numériques. Donc pour rappel, effectivement, ces exigences sont toutes issues des référentiels qui viennent de la doctrine du numérique en santé. Voilà, on a effectivement des référentiels INS, des référentiels Pro Santé Connect, etc. Voilà, donc tout ça vient de là. Et voilà, dans le cadre, je crois que oui, c'est marqué au-dessous, mais c'est vraiment pour la partie télésurveillance, là où effectivement il peut y avoir aussi des exigences métiers que l'ANS va vérifier. Voilà, donc là, a priori, ça ne vous concerne pas voilà, pour les prothèses auditives. Alors, une fois qu'on a ça, effectivement, et ben c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, toutes les exigences ne vont pas s'appliquer à tous les dispositifs médicaux numériques. Voilà. Il y en a qui vont avoir des accès professionnels, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui n'ont pas d'accès patient. Donc, évidemment, il va y avoir une analyse qui va être faite dans le cadre de la recevabilité. Mais devant l'étendue et la variété des dispositifs médico-numériques, voilà, toutes les sections ne s'appliquent pas. Donc voilà, par rapport aux prothèses auditives, eh bien, a priori, les seules sections qui vont s'appliquer, ça va être effectivement la partie RGPD et portabilité. Voilà. Il n'y a pas d'accès professionnel en général, ou alors il faudrait qu'il y ait un autre logiciel, etc. Mais voilà, dans le cadre, on va dire, standard de ce qu'on a pu voir, il n'y a pas d'accès professionnel, il n'y a pas non plus d'accès patient. Voilà. Donc ce sont des dossiers normalement, voilà, qu'on estime qui doivent être assez simples, mais voilà, une fois de plus, à confirmer lors des dépôts de dossier et de l'analyse de la candidature. Alors ensuite, peut-être un frein ou peut-être des choses à bien clarifier. C'est vrai que l'habitude qu'on a auprès d'autres écosystèmes, souvent on s'adresse aux fabricants. Alors ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que, et d'ailleurs c'est très bien marqué dans les textes officiels,
c'est celui qui fait la démarche, étant auprès du ministère pour le remboursement que auprès de l'ANS pour son dossier, c'est l'exploitant. Donc c'est l'exploitant qui doit effectivement faire la démarche. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, l'exploitant est le fabricant. C'est par défaut, on va dire, le fabricant. Pour autant, voilà, j'ai remis ici la définition de ce qu'est l'exploitant. Donc ça peut être le fabricant, mais à défaut, si par exemple le fabricant il n'a pas d'entité juridique en France ou en Europe, voilà, je prends un exemple, mais voilà, il y a pas mal de cas de figure différents. Voilà, si le fabricant est, mettons, aux États-Unis, eh bien, ça peut être le distributeur exclusif, éventuellement en France, qui va déposer un dossier de candidature en ayant voilà, un mandat, en étant mandataire du fabricant. Voilà. Donc les candidatures, c'est soit le fabricant, soit éventuellement le distributeur. Voilà, tous les cas de figure sont possibles. Donc si vous avez là aussi des interrogations, bah, n'hésitez pas à nous exposer votre cas et il sera étudié pour, voilà, pour faire en sorte que le certificat soit distribué à la bonne personne, à la bonne entité. Voilà. Donc ça, c'était important. Et effectivement, ce que je rappelle aussi là, c'est que c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est que donc c'est important que ce soit le bon exploitant qui dépose le dossier auprès de l'ANS, puisque après, l'objectif, c'est de fournir ce certificat au ministère. Et le ministère, bien sûr, lui, il va vouloir avoir un certificat du même nom que l'exploitant qui est aujourd'hui enregistré sur la LPPR. Voilà. Donc ça paraît assez évident, mais je le rappelle quand même parce que dans certains cas, ça peut être important. Alors l'autre partie, c'est effectivement, alors voilà, c'est pas très beau, mais j'ai voulu un petit peu anonymiser cet extrait du LPP. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a énormément de produits enregistrés sur la LPP. Et il ne s'agit pas, surtout dans cette phase, je dirais, d'initialisation du process. Je rappelle que avec la mise en place de cette nouvelle réglementation, on doit certifier conforme déjà tous ceux qui sont inscrits sur la LPP. Donc ça en fait effectivement un certain nombre. La question se posera moins quand effectivement après on va certifier conforme les dispositifs médicaux au fur et à mesure de leur arrivée et de leur demande de remboursement. Là, on a effectivement une volumétrie assez importante. Donc, l'idée, c'est pas de faire un dossier par ligne sur la LPP. Euh, on s'est mis d'accord sur un principe de regroupement de dossiers. Alors c'est un exemple, hein, ce que j'ai mis là n'est pas toujours, voilà, c'est pas forcément, la notion de gamme n'est pas forcément un standard de produit ou de marque ou de sous-marque ou je ne sais pas, il y a toujours peut-être un jargon différent, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on va essayer de regrouper les dossiers et de les regrouper donc soit par gamme ou effectivement il peut y avoir plusieurs dispositifs médicaux qui vont avoir le même marquage CE et donc pour l'ANS ça va être effectivement exactement la même analyse qui va être faite donc on peut se permettre effectivement de regrouper
et ce sera marqué après sur le certificat de conformité l'ensemble des modèles ou la gamme qui est effectivement certifiée conforme. Voilà. Donc ce découpage ou regroupement de dossiers, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire avec chaque candidat. On se met d'accord. Voilà comment on peut regrouper intelligemment les dossiers pour que tout le monde y gagne en efficacité. Donc, si vous n'avez pas effectivement les réponses à ce découpage, ce que je dis toujours, c'est déposer un premier dossier, ce qui permettra d'enclencher effectivement l'analyse côté ANS. Et puis, dans ce cadre-là, après, on peut prendre contact et voir comment on regroupe. Et puis, comme ça, après, vous ferez les dossiers suivants. Voilà, pas la peine de déposer 50 dossiers, vous en déposez déjà un, ça initie la procédure. Voilà. Alors, les prochaines étapes, effectivement, en ce qui vous concerne, une fois que la démarche est bien comprise et que vous avez commencé effectivement à bien étudier le dossier, eh bien, l'étape suivante, c'est effectivement de déposer un dossier de candidature auprès de l'ANS. Donc, l'outil de référence côté ANS, c'est la plateforme donc Convergence, qui va vous permettre donc de déposer un dossier de candidature. La première étape, si vous n'en avez pas déjà un, c'est effectivement de créer un compte utilisateur. Voilà, je dis si vous n'en avez pas déjà un, parce qu'effectivement, c'est une base de données qui est utilisée maintenant à pas mal d'endroits, là, ISC. Donc, il est possible que vous ayez déjà un compte. Mais sinon, voilà, il faut créer un compte et ça demande 48 à 72 heures, je crois, pour créer le compte. Et puis après, vous aurez accès à la plateforme et vous pourrez saisir votre dossier de candidature. Donc, pour rappel, voilà, il y a toute la documentation accessible sur le site de l'ANS. J'avais rappelé au tout début là, de la présentation, j'avais mis un lien sur la page des dispositifs médicaux numériques et après, il y a toute la documentation qui est accessible. Voilà, il y a un guide de candidature qui vous permet de savoir exactement tout ce qu'il faut faire. Voilà, donc là, j'ai quand même retracé les quelques étapes pour que vous ayez une petite idée des différentes phases. Donc, il y a deux phases. Une première phase qui est donc administrative, mais pas que, puisqu'on va quand même étudier la recevabilité de la solution. Voilà, donc ça, c'est une phase. Il n'y a pas de délai officiel sur cette phase-là, mais ça dépend beaucoup de la réactivité aussi de votre côté. Voilà, plus vous répondez vite et plus effectivement le dossier peut être traité rapidement. Mais là, dernièrement, on a eu des dossiers du même type que les prothèses auditives qui a été certifié conforme voilà, en quelques jours. Donc voilà, ça peut se passer très rapidement. Et après, évidemment, ça peut aussi être beaucoup plus long en fonction des problématiques rencontrées. Et puis ensuite, donc, vient, une fois que la candidature est déclarée recevable et qu'il y a une convention qui est signée entre l'ANS et puis donc le candidat, il y a l'espace de preuve qui est ouvert et c'est là où vous allez pouvoir déposer les preuves sur justement les preuves qui ont été déterminées applicables, on va dire, par rapport à votre DM. Et c'est voilà, donc c'est dans la phase de recevabilité où on va déterminer quelles sont les preuves applicables et les preuves applicables, donc vous pourrez les déposer dans cette phase, dans cette deuxième phase. Une fois les preuves déposées, après évidemment instruction par l'ANS. Il peut y avoir
des allers-retours entre l'ANS et le candidat. Voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas, qu'on ne juge pas complètes ou qui ne sont pas conformes. Dans ce cas-là, il y aura un système d'aller-retour pour essayer d'aboutir le plus rapidement possible vers une conformité du dispositif médical numérique. Voilà. Alors, j'ai là donc remis les différents points de contact. Voilà, si vous avez effectivement des questions, il y a un formulaire sur le site qui va se débrancher donc sur notre équipe. Il y a aussi de la documentation sur Genius, voilà, et puis je vous ai mis évidemment le lien avec Convergence, puisqu'effectivement, ce que j'ai mis en rouge, c'est qu'une fois que le dossier est initialisé, il y a un référent de la candidature qui est déterminé et voilà, qui pourra effectivement répondre à vos questions directement. Voilà, donc c'est aussi un contact privilégié et ça permet aussi d'être déjà un pied dans la procédure. Voilà, eh bien, j'ai effectivement terminé, voilà, ça a duré effectivement une demi-heure. J'ai terminé la présentation, on va dire, générale. Alors, je vais effectivement peut-être voir s'il y a des questions qui sont tombées dans le chat entre-temps. Il y en a. Il y en a. Alors, bah, tant mieux, je dirais. Alors, on n'est pas très très nombreux. Peut-être la personne qui a posé la question, Monsieur alors, Caudrelier. Monsieur Caudrelier, effectivement, on va passer. Alors, donc, merci pour la Oui, présentation. bonjour. Oui, alors, bah, je vous laisse poser votre question. Écoutez, petite question d'ordre général. C'est vrai que c'est une réglementation supplémentaire et je voulais comprendre l'ambition et l'objet de cette réglementation. Voilà, quel est le bénéfice pour les Alors, utilisateurs des dispositifs et pour effectivement, alors l'administration de mettre là, en place cette réglementation. il faut déjà, effectivement, c'est pour ça aussi qu'il y avait une présentation un petit peu, je dirais, générale du référentiel, pour que bien voir qu'est-ce qui est prévu dans ce référentiel. Il y a effectivement des exigences INS, du Pro Santé Connect, etc., qui sont effectivement des particularités françaises. Et puis la finalité aussi derrière, c'est d'être remboursé voilà, par l'assurance maladie. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que il y a des spécificités françaises. Maintenant, et ça, on en discute beaucoup avec le SNITEM et on va continuer d'en discuter. L'approche doit être effectivement une trajectoire européenne en termes d'exigences d'interopérabilité et de sécurité. Voilà, donc qui pourront intervenir plus tard. Mais effectivement, l'objectif de ce référentiel, c'est de compléter la réglementation européenne par des développements, on va dire, des particularités françaises et d'autres pays ont aussi des particularités. Voilà, donc c'est pas une spécificité française que de rajouter des spécificités françaises. Si tu me permets d'ajouter au propos, Oui, si tu veux, bien et sûr. connaissant assez bien nos chers adhérents ici présents, parce qu'avec Hélène, ça fait un moment qu'on coordonne le sujet et je m'en suis occupé de nombreuses années. Il faut monter d'un cran sur la question de Benoît, sur le but de cette nouvelle réglementation. Moi, ce que j'explique à nos entreprises, et pas qu'à celles ici présentes, c'est que, alors, pour commencer, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Yves, quand on dit que ce n'est pas des particularités françaises. Ce sont des particularités, mais enfin, tu me dis hein, si tu n'es pas d'accord avec ce postulat, mais ces particularités, elles ont velléité à, à être prises en Europe. Mais soyons clairs, pour l'instant, c'est purement national, hein. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais
même si la tendance et les textes à la Commission européenne vont reprendre ces, ces exigences d'interopérabilité ou de sécurité, depuis la télésurveillance qui a été la naissance de ce référentiel, ce ne sont que des particularités françaises. Ensuite, pourquoi on fait ça? Nous, on a un secteur du dispositif médical qui est particulier dans le sens où on répond déjà à une réglementation. Ça, tout le monde le sait, et l'ANS aussi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une stratégie du numérique en santé globale qui a démarré en 2019. Hein. Et ça, je pense que je l'ai déjà expliqué aux fabricants, hein, mais on peut le retracer un peu l'histoire. Voilà, Agnès Buzyn, ministre, elle crée la délégation du numérique en santé au sein du ministère. Et puis, elle renomme la ZIP Santé en agence du numérique en santé qui, elle, si tu me permets, Yves, est le bras armé du ministère pour écrire tous ces référentiels techniques, la façon dont on fait une doctrine technique. Voilà. Et en fait, le référentiel dont on parle là, il redescend, alors il est sectoriel, hein, voilà, et il redescend de cette doctrine technique qui, elle, au travers d'autres référentiels, s'applique à d'autres écosystèmes. Alors, elle s'applique à la télésurveillance, à la téléconsultation, au Ségur du numérique en santé, hein, qui est là pour moderniser tout le numérique dans les hôpitaux, en ville, à domicile. Donc, en fait, on ne représente pas une particularité dans le sens où on nous oppose ces exigences quand on est remboursé, hein, voilà, mais par ailleurs, on est remboursé, enfin, on est financé par ailleurs. Les logiciels dans les hôpitaux, ils sont financés aussi, en quelque sorte. Nous, on l'est au travers d'une ELPP, donc c'est une autre forme de financement, mais c'est le cas. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, là, chers adhérents, c'est que cette démarche, elle est globale. Et elle est globale pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde formidable avec des attaques de sécurité de tous les côtés, et ça, c'est un problème comme je dis souvent, de géopolitique, mais la réalité, elle est là. Donc, ça rejoint directement les exigences de sécurité qu'on va vous demander. Euh, En termes d'interopérabilité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le partage des données pour le bien-être des patients, hein, des usagers, pour le partage avec différentes plateformes, et en l'occurrence les plateformes destinées aux assurés sociaux, dont vous bénéficiez aussi, comme tout le monde, qu'on appelle Mon Espace Santé. Alors là, on est un peu hors périmètre, puisque sur les aides auditives, on n'aurait que très peu d'exigences, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ça s'inscrit dans une démarche globale et qui s'oppose à tout système numérique qui va générer des données de santé ou qui va générer un traitement de données de santé. Voilà, donc j'essaie d'avoir ce discours un peu macro parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui tombent des nues, et c'est normal parce que nous, on est des fabricants de dispositifs médicaux, on n'est pas des éditeurs de logiciels, quoique parfois on a toujours une branche qui est en charge de ça, mais beaucoup d'entreprises du dispositif médical sous-traitent ces développements logiciels. Donc, comme c'est eux les exploitants, ben, ça leur tombe dessus. Et c'est là où on a des entreprises qui tombent des nues. Je suis un peu long, mais voilà, Benoît, si je réponds à cette question du but de cette réglementation, il est là. Il est à la fois politique, stratégique et pour le bien-être des patients avant tout aussi, quoi. Oui, et effectivement, c'était important. C'est important de prendre de la hauteur parce que là, effectivement, on est sur un écosystème très particulier et effectivement, quand on voit ce qui reste d'applicable, on peut effectivement se poser des questions, mais il faut effectivement remonter d'un cran et de voir que ce référentiel, il va s'appliquer à tous les dispositifs médicaux qui partagent de la donnée, qui traitent de la donnée, qui traitent de la donnée. Et voilà, et c'est en soi qu'il est important voilà, de l'appliquer. Alors, si ça répond à la question, il y avait la question d'Alexandra Duval. Oui, excusez-moi, juste Oui. avant, je me permets, il y avait une deuxième partie dans cette question et sur laquelle on a échangé plusieurs fois aussi avec William, donc je pense que c'était peut-être important de vous la poser. C'était le logiciel d'adaptation réservé aux professionnels est-il bien exclu?
Là, on parle bien des logiciels à la main des audioprothésistes, hein. On est Oui, d'accord. oui, oui, oui. Eh bien, celui-là, a priori, J'ai c'est un logiciel qui n'est pas à usage individuel. tout à fait. Et donc, de base, il est exclu du référentiel, hein. D'accord. Voilà, donc D'accord. voilà, ça c'est un peu comme enfin c'est pas comme les programmateurs, mais voilà, c'est le critère qui va exclure, c'est l'usage professionnel, on va dire, et non pas individuel qui Les exclut ces programmateurs. logiciels. Voilà, les C'est une forme de programmateurs. programmateur. Et donc, Voilà, je me permets, du coup, dès lors qu'il y a un critère qui n'est pas complété, ça l'exclut du référentiel, tout à fait. globalement. Il faut que tous les critères soient renseignés. Voilà. D'accord. D'accord, donc les logiciels destinés aux audioprothésistes exclus. On a compris. J'ai une deuxième question un peu dans le sens de celle-ci. Si d'aventure un des fabricants propose un outil de paramétrage, une application mobile, je ne sais pas si c'est le cas. Je sais que dans d'autres contextes plus particuliers, type implant cochléaire, ça peut arriver. Mais si d'aventure certains fabricants proposaient ou étaient amenés dans le futur à proposer ces outils de paramétrage enfin, sur un champ de paramétrage qui est possible par un patient, est-ce qu'il serait inclus dans le périmètre ou pas? A priori, tout ce qui est paramétrage est exclu du périmètre. D'accord. Voilà. Je ne sais Donc pas si certains veulent préciser la question ou enfin si je l'ai bien posé hein, sur les outils de paramétrage, parce que je sais que c'était des questions quand même. Bah, il y a le fait qu'ils ne sont pas remboursés. Si c'est pas remboursé, du coup, a priori, ça Ah oui, exclut oui, aussi. alors c'est effectivement, c'est pour ça que nous, quand on fait l'analyse, on vérifie vraiment tous les critères. Mhm. On s'arrête pas au premier qui est non. Souvent, on regarde et souvent, effectivement, il y en a plusieurs. Donc, de toute façon, il y en a plusieurs qui sont non. Souvent, effectivement, quand il est à usage professionnel, il est en même temps pas remboursé. Donc, voilà. Donc, la question est vraiment, la réponse est simple. Voilà, et c'est tout ça. Voilà, qu'on étudie quand même dans le cadre de la recevabilité, parce que, alors des fois, quand c'est sur des noms de marque, voilà, il y a un arrêté, et des fois dans l'arrêté, ça inclut l'utilisation de logiciels, etc. Donc, il y a des fois des exceptions. C'est pour ça que là, j'ai mis le cas à peu près standard déjà voilà, pour que ça donne une idée, parce que je pense que c'est important. Mais évidemment, chaque cas doit être analysé au cas par cas. Mais voilà, pour une réponse générale, oui, les logiciels de paramétrage et non remboursés ne sont pas dans le périmètre d'application. Et s'il y a Alors, un oui, doute, et comment ça se passe? Il vaut mieux qu'ils s'inscrivent sur la plateforme et vous faites l'analyse ou comment ça se passe? oui, oui, s'il y a un doute, et franchement, j'incite tout le monde euh, à déposer un dossier, parce que ce qui fera foi, c'est vraiment l'analyse officielle du dossier, quitte à dire, voilà, c'est pas, il n'y a pas besoin de certificat. Puisque si le ministère il nous demande pour tel exploitant s'il a un certificat ou s'il a entamé des démarches, ben, le mieux c'est d'avoir fait un dossier. Alors après, évidemment, s'il nous fait un mail et qu'on y répond officiellement, ça a aussi une valeur, hein, bien sûr, mais c'est encore mieux d'appliquer la procédure, parce que comme ça, nous, ça déclenche vraiment une équipe qui va analyser le dossier. Voilà, ce sera c'est plus conforme de faire comme ça. Yves, je me permets d'apporter des précisions, hein. Quand on dit ministère, on parle bien de la DSS. On est d'accord. Oui, 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 la DSS, tu Qui voulais tient dire, les c'est pas cordons la de la bourse. DNS. Ouais, Oui, oui, la alors, direction de la sécurité sociale, qui veille c'est à vrai ce que que tout ce qui soit inscrit LPP soit conforme. ouais, ouais. En général, quand je dis ministère, ouais, de mon point de vue, c'est la DSS ou la DGOS, et quand c'est la DNS, c'est la DNS. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que tous ceux dont je parlais, c'est vraiment la DSS. Ouais. Alors, la DNS, c'est la délégation du numérique en santé, hein. Voilà, Donc, voilà, c'est- on travaille beaucoup avec eux sur toute la partie, on va dire, conception, principalement.
Et après, effectivement, tout ce qui est inscription sur la LPP, etc., ça, c'est la DSS qui gère cette partie-là. Alors, on peut, s'il n'y a pas d'autres questions, en attendant. Hein petite question, Gilles Oui. Lombard. C'est sûr, en fait, puisque vous avez dit que seul RGPD portabilité serait exigé, j'ai vu ça sur une slide pour les aides auditives. Oui. D'accord. Et alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est quels sont les documents attendus pour montrer ou attester de la conformité à ces deux, Oui. à ces Alors, deux parties. Alors, effectivement, tout ça, c'est bien décrit dans le référentiel et sur l'application Convergence. Mais sur la partie RGPD, ce qui est demandé, c'est une attestation qui atteste de 2 articles, je crois. Donc voilà, c'est quelque chose qui, entre guillemets, n'est pas compliqué. Mais par contre, il faut évidemment que vous attestiez sur l'honneur d'être conforme à ces articles du RGPD, mais l'ANS n'a pas pour rôle de vérifier le RGPD. Voilà. Et sur la partie portabilité, là, c'est assez souple, les preuves qu'on demande. Hein. Ça peut être un fichier, ça peut être. C'est ça? Comment? Un fichier qui représente un exemple de la façon dont on rend portable les données? Oui, c'est vraiment le plus simple et en général, c'est ce qu'on nous fournit. Et effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de format standard de fichier de portabilité des données, donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des fichiers, je dirais, de données classiques, ou ça peut même être des PDF, ça peut être, voilà. Aujourd'hui, ça peut prendre beaucoup de formes, la portabilité, puisque les textes sont assez vagues là-dessus. Voilà. Donc, Enfin, là, j'ai une question de total néophyte, hein, et que je pose aussi à nos adhérents ici présents. De quelles données parle-t-on? Enfin, je sais pas, il y a des données de traitement de signal. Est-ce que l'aide auditive, elle identifie le patient qui la porte? J'en sais rien. alors, Moi, ouais, mes connaissances s'arrêtent là, mais de quoi parle-t-on? Enfin, je ne sais pas si la question est pertinente, hein. Je vous invite à prendre la parole C'est une là. question qui est très pertinente parce qu'en fait, donc bonjour Alexandra Duval, je suis la directrice marketing de Signa, Videx et Bioton, on ne se connaît pas encore. Et le point, il est crucial de ne pas confondre le numérique et l'électronique. Oui. Traitement Voilà. du signal, on est à électronique, on n'est Oui. pas à numérique. Et donc, moi, c'est un des points qui me pose questionnement sur la recevabilité. Je vous remercie d'avoir bien expliqué les choses. Moi, j'ai un parcours qui vient du domaine médical et chirurgical, un peu comme souligné William à un moment donné. Et je suis assez étonnée de l'approche d'assimiler l'aide auditive en tant que telle, c'est-à-dire l'appareillage qui rentre dans l'oreille, à un dispositif numérique, vu que sans le logiciel d'adaptation du professionnel, il n'est rien et que le principe du numérique, il est très fortement lié au logiciel d'adaptation. Donc, je me pose une question par rapport à ça. Oui. S'il exclut, tant mieux, parce qu'évidemment, il n'est pas remboursé. Mais du coup, la pertinence de considérer l'aide auditive qui rentre dans l'oreille comme un appareil numérique, c'est quand même assez... Enfin, voilà, je m'étonne, en fait. Je suis assez souvent, d'accord. alors peut-être pour donner une réponse à cette partie-là, effectivement, il y a un moment où le signal électronique il va être transformé en data. Et ça, effectivement, la data, elle n'est pas forcément au niveau de la prothèse auditive. Ce qui fait que effectivement la portabilité, c'est pas la prothèse auditive qui va répondre à cette exigence-là. Ça va être souvent justement le logiciel, le programmateur, qui lui va avoir de la data. Alors de la data qui va être souvent assez succinct hein, dans le cadre des prothèses auditives, mais ça peut être des données de paramétrage du patient ou des choses comme ça avec le nom du Là, patient. je suis plus d'accord, Yves. Des données de paramétrage, elles sont exclues. Non, c'est le Euh, logiciel de paramétrage qui est Oui. exclu, mais par contre, la data,
le logiciel. C'est Et pas de quand la on donnée de santé, une donnée de paramétrage. C'est une donnée machine. c'est des traitements à données personnelles. Oui, mais c'est une donnée machine. Et, Ouais, mais c'est de la, pour aller sur le point, je veux dire, même les données de santé, je vais prendre un parallèle qui n'a rien à voir. À quelqu'un qui porte une poche de stomie, donc c'est un appareil, c'est une poche qui est de tissu. Il y a bien des données de santé concernant ce patient-là qui vont donc être enregistrées, mais qui n'auront rien à voir avec l'utilité du système. Donc, encore une fois, ce point sur l'approche de considérer cet appareil qui rentre dans l'oreille comme un lien numérique, moi, m'étonne en fait, parce qu'on est sur du composant électronique. On est effectivement sur des échanges numériques qui sont liés au logiciel, mais le logiciel est exclu oui, mais du périmètre d'étude. Donc, les voilà, data ne sont j'avoue que pas j'ai un segment exclus. qui me manque. Hein, Oui, le logiciel est exclu parce que c'est le logiciel, on l'a exclu parce qu'il n'est pas remboursé, bien mais sûr. les data, ça fait partie de la On portabilité l'a des exclu données. parce qu'il est à usage professionnel et pas individuel. Oui, Et il n'est mais pas voilà, remboursé. Voilà. et il n'est pas remboursé. Mais le logiciel, c'est pas la même chose que les données. Et du coup, en quoi l'aide du numérique qui rentre dans l'oreille est numérique? En quoi l'aide auditive, pardon, qui rentre dans l'oreille est numérique? Parce qu'à un moment, il y a transformation du signal en données numériques, La forcément. question, au-delà de cette question-là qui est posée, enfin, Ouais, si enfin, on on a le prend même la problème dans notion de tout l'autre. portabilité, si on prend la notion de portabilité, la question à se poser, si on applique cette exigence, c'est dans quel cas on a à rendre des données portables. Enfin, encore une fois, c'est une question que je pose aux entreprises, parce que moi, je me pose beaucoup de questions aussi. Dans quel cas on doit rendre portables ces données, les extraire pour un autre contexte? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pertinent qu'on vous demande ça? Est-ce qu'on vous l'a déjà demandé? Est-ce que, je ne sais pas, pour X raisons, un patient, quand il change de système d'aide auditive, il passe d'une marque à l'autre, fin de l'histoire, hein, il n'a pas récupéré ses données. Ah non. Il n'a pas récupéré ses données. Et puis quand il change, c'est parce qu'il y a un changement de pathologie, parce qu'il devient de plus en plus sourd, enfin je ne sais quoi, hein, c'est assez naïf comme postulat, mais je n'arrive pas, Yves, à comprendre pourquoi on demande des preuves de portabilité à une aide auditive qui, a On priori, demande. ne représente aucune pertinence. Alors, d'abord, c'est pas forcément pour effectivement le cas d'usage que tu donnes. Effectivement, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, le patient, il peut avoir envie d'avoir ces données, mais surtout dans les textes, la portabilité aujourd'hui dans les textes, elle s'applique pas à l'écosystème des prothèses auditives, elle s'applique à tous les dispositifs médicaux numériques. Et donc, De forcément, quelles données ça le inclut. patient aurait besoin? De quelles données il aurait besoin? Enfin, tu vois, il faut quand même regarder la logique des choses, hein. Encore une fois, je pose la question aux entreprises, Alors, de quelles données le patient aurait besoin? S'il y a un besoin, soit, hein, mais moi j'essaie de comprendre. Alors là, sur ce point, je pense qu'on n'aura pas la réponse en 3 minutes. Tout ce que je peux dire, effectivement, c'est que le texte aujourd'hui, il s'applique à tous et que nous, on ne peut pas ne pas l'appliquer. Maintenant, s'il y a une grosse problématique, c'est un point qu'on peut soulever et qu'on Yves, peut discuter avec le enfin, ministère, hein. oui, non, mais Euh, attends, Yves, c'est un point important. Le fait que le texte s'applique à tous, c'est une chose, mais quand je vois la disparité des DM dont on parle là et la question là qui arrive, il faut quand même être vigilant sur les incohérences du texte. Je suis désolé d'être un peu acerbe, mais moi, tant qu'on ne m'expliquera pas ces sujets portabilité pour les aides auditives clairement, je considère qu'il y a une incohérence sur l'exigibilité de ce point, quoi. Il va falloir l'instruire, ça, hein. Alors, il y a sûrement des cas de figure, hein, je ne sais pas. Il y a un monsieur qui lève la main, monsieur Ménard. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Michael Ménard de la société Signa, je me permets de rajouter un point technique qui, je pense, va peut-être éclairer un petit peu la discussion. Il faut considérer qu'un appareil auditif, au jour d'aujourd'hui, c'est un appareil qu'il faut régler, donc envoyer de la donnée vers cet appareil auditif pour le régler, via le logiciel de réglage du fabricant, via peut-être une application, mais il n'y a pas de retour de l'aide auditive vers le logiciel de réglage ou vers l'application du patient.
contrairement à, je pense, énormément de matériel en fait numérique médicaux qui eux collectent de la donnée pour la renvoyer. Là, on est dans un cadre où l'appareil auditif, lui, doit être réglé par le professionnel de santé, et ensuite c'est sa destinée. C'est pas de collecter de la donnée en tant que telle. Tu vois, Yves, Ok. c'est ça qu'il faut comprendre. Ah mais d'accord, oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même justement ces données-là qui sont stockées, même si elles sont stockées au niveau du patient, il y a ces données-là qui sont stockées. Donc, à partir du moment où il y a des données stockées, on peut se poser la question de la portabilité, Je même pense si que l'élément par l'usage rapport à ce que vous n'existe dites, pas aujourd'hui. l'élément par rapport à ce que vous dites, et ça souligne bien le retour de plusieurs personnes, c'est on a bien compris l'importance de la conformité par rapport aux dispositifs numériques et on ne la met pas du tout en cause. Le point avant de démarrer cette démarche qui est quand même très lourde, évidemment, sur lequel on va prendre l'ensemble des renseignements, soumettre les dossiers, le point initial, c'est de bien être certain que la compréhension d'une aide auditive au niveau fonctionnel et au niveau informatique et transfert de données, elle est connue par les gens qui considèrent l'aide auditive qui est concernée par le dispositif médical numérique. Parce que s'il y a un point d'hésitation, bah, il faut qu'on le soulève rapidement et comme ça permettra d'être appliqué à tous. Ok, bah donc pour conclure sur ce point, je veux bien, William, que peut-être tu me résumes via une note cette problématique de non-cas d'usage, on va dire. Et moi, comme ça va me permettre Ouais. de soulever ce point de portabilité Oui. auprès du ministère. Par contre, ce que je vous invite tous, c'est quand même de montrer que vous avez bien compris la démarche en initiant déjà peut-être une candidature. Et puis, parce que c'est ce que demande déjà le ministère, là, je vois, et comme ça va permettre aussi de conclure sur quelles sont les échéances. Ça va reboucler par rapport au début de la réunion. Le ministère, aujourd'hui, l'échéance, on va dire, elle est déjà passée depuis plusieurs mois. Donc là, la première étape, c'était ce mail de rappel. Il n'y a pas d'échéance en tant que telle, mais forcément un jour, il y en aura une. Ce que le ministère il souhaite déjà, c'est que les gens aient entamé cette démarche. C'est le minimum. Donc, moi, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, vous entamiez cette démarche et que nous, en parallèle, sur cette partie portabilité, on entame une discussion avec le ministère pour vous apporter une réponse. Voilà. Enfin, à nouveau, Yves, hein, je suis désolé, mais pour ce cas particulier des aides auditives, alors la date de conformité, c'était au 1er janvier 2024, d'accord? Donc, bon, il y a eu pas mal d'atermoiements autour de cette date, et en effet, à ce jour, que je sache, la DSS n'a pas appliqué de déremboursement. Maintenant, on voit bien que fin 2024, ça va un petit peu se restreindre, la tolérance. Moi, là où Yves, mais je sais que tu n'es pas le destinataire direct hein, à ça, mais il faut quand même avoir du discernement, hein. Il faut quand même expliquer à la DSS que jusqu'à aujourd'hui, au vu de la structure de la LPP pour ces aides auditives, il était juste impossible pour les entreprises de déclarer quoi que ce soit. Alors, si on part d'ouvrir le compte convergence, ok, voilà, nom, prénom, entité juridique, ok, donc ça, il faut que les entreprises le fassent. Et certaines l'ont déjà fait. Mais quant à la déclaration pour les aides auditives, elles étaient dans l'impossibilité, parce que, comme tu l'as très justement expliqué, le nombre de DM concernés était juste impensable, et à la fois pour les entreprises, mais aussi pour vous, à instruire. Donc, la structure de déclaration, on vient de la découvrir là, et merci, hein, mais il faut rappeler à la DSS que d'envoyer des mails pour rappeler que tout le monde doit y aller, enfin, la géométrie, elle est variable, hein, donc Non, mais voilà. t'inquiète pas. Enfin, nous, l'ANS, on a l'habitude de discuter avec les industriels. Donc, je dirais pas qu'on est de votre côté, mais quand même un petit peu. Non, mais je sais Euh, bien, Yves. donc oui, oui, ils sont bien au courant de la réunion d'aujourd'hui, hein, donc, ils savent très bien que voilà, Voilà. c'est une réunion où on vous informe
pratiquement pour la première fois, je dirais, pour cet écosystème-là, etc. Donc, ils en ont bien conscience. C'est pour ça que si vous faites un pas aussi en créant ce dossier, ça prouve la bonne foi, la bonne démarche. Et puis, en parallèle, on va répondre à cette question-là. Et puis, comme ça, on a des chances d'aboutir assez rapidement. Est-ce que, tant qu'on est tous ensemble, là, je voudrais revenir sur la proposition que tu fais donc de regroupement, hein. Est-ce que, a priori, à première vue, pour les entreprises, ça convient, ça? Si tu peux revenir sur la slide, peut-être, Yves, Oui. s'il te plaît. Voilà, qu'on ait une tendance déjà, parce que si derrière, les entreprises s'engagent et commencent à saisir les références des aides auditives par groupe, si elles se rendent compte qu'elles en ont pour 6 mois à faire ça, sachant que l'exercice de déclaration, elles se le sont déjà tapées pour le 100% santé, hein, je me permets de faire ce rappel aussi, et ça leur a pris des heures et des heures. Voilà, je voudrais savoir si ça convient aux entreprises déjà, cette première philosophie de regroupement. Si tu peux remettre la slide. Et c'est en cours, c'est en cours. Oui. Alors après, effectivement, pour compléter ce que tu dis, William, c'est que voilà, c'est une proposition, ça peut s'adapter à chaque candidat. Donc c'est pour ça que je disais de faire un dossier dans un premier temps, et puis comme ça, après, on prend contact avec vous et on voit effectivement comment on regroupe, si c'est par gamme ou par une autre notion de votre côté. Ouais. Voilà, donc c'était juste une proposition. Mais c'est juste petite question. Enfin, pour nous, s'il s'agit que de critères RGPD et éventuellement portabilité, en fait, tous nos appareils rentrent dans une seule gamme, en substance. Voilà. C'est un peu là où je voulais en venir. Et bien peut-être du coup qu'il n'y a qu'un seul dossier, hein. Voilà, ça reste à étudier parce que voilà, faut qu'on voit, je ne sais pas combien il y en a qui sont regroupés du coup de votre côté, mais combien? Non, mais tu vois, Beaucoup? Yves, c'est là où il faut faire très attention à ce qu'on fait. Comme vient de le dire Gilles, en effet, si une aide auditive est ce qu'elle est, voilà. Après, si l'aide auditive embarque avec elle une application patient ou autre, c'est un autre cas de figure. Donc, enfin, il y a une analyse forte à faire. Enfin voilà, je vois Cédric Perry, là, quel regroupement d'appareils, voilà le genre de questions qu'on se pose, quoi. Une aide auditive, c'est une aide auditive. Donc pour moi, il y a un groupe. Voilà. Pour moi, il y a un dossier. Sauf Ok, mais particularité du système qui va embarquer avec lui une application mobile ou je ne sais quoi. Je ne connais pas toutes les solutions des fabricants. C'est en général, si je peux me permettre, bonjour, c'est Cédric Perry. En général, on a chacun un logiciel propriétaire par marque d'appareil, un logiciel d'appareillage qui est utilisé par les audioprothésistes. Oui, mais ça, c'est exclu, on a dit. On a dit que c'est exclu, mais c'est la seule chose qui est en commun et dans laquelle il y a une programmation qui est faite vers l'appareil, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Mais l'appareil en lui-même, il a juste des réglages qui sont enregistrés pour qu'il soit adapté à la personne, mais il ne transporte pas de données sur ce que le patient entend ou je ne sais quoi. Donc, ok, de toute façon, après, voilà, j'ai pas forcément très bien compris la problématique là, de ce que vous dites, mais voilà, c'est des cas qu'on peut étudier dossier par dossier, le regroupement. Si effectivement il y a un logiciel par marque pour se connecter, si c'est ça que j'ai bien compris. Non. Non. Le logiciel non, c'est le logiciel de l'audioprothésiste. Voilà, ça c'est exclu. Mais là où je voulais en venir, Yves, c'est que la structure que tu proposes là, groupe A, groupe B, c'est toutes les aides auditives déclareront qu'elles répondront aux 2 articles du RGPD, mais pas autre chose. Donc, quel intérêt de demander aux entreprises de faire un dossier par groupe, alors que pour chacun des groupes, on répondra la même chose? Ah non, mais bon, moi, c'était là où dans le cas où il y avait plusieurs dispositifs médicaux et plusieurs marquages CE, mais ça, voilà, après, voilà. Les appareils
ne transportent pas des données patients. Ils sont juste réglés et adaptés aux patients, mais ils ne transportent pas de données sur le corps humain ou sur l'audition ou quoi que ce soit. Voilà. Alors après, si, des déclarations CE de conformité des modèles, il y aura effectivement plusieurs déclarations, puisque tout n'est pas fait, ça se fait au fil de l'eau, en fonction de la sortie des modèles. Donc, à chaque fois, mais à part ça, on a toujours le même fonctionnement, les mêmes Oui, non, tenants et mais aboutissants. d'accord, mais c'est pas toujours le même marquage CE quand même, comme vous dites. Donc c'est là où il y a un regroupement. C'est pas le même. Pour quelle raison? Parce que le système d'une aide auditive avec un processeur derrière l'oreille, il n'est pas structurellement le même qu'un intra-auriculaire. Enfin, je parle sous le contrôle de nos fabricants. Mais la fonction assurée, c'est toujours pareil, ce que vient de dire Cédric, c'est que du réglage et de l'adaptation, quoi. Moi, honnêtement, Oui, mais là, on a. juste, ce que tu dis là, William, ça rejoint la problématique de la portabilité, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le regroupement, ce que vous dites juste, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Bon, bah, dans ce cas-là, il y a qu'un dossier, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais Après, En fait, a priori, je pense, faut étudier au cas par cas, hein, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tous exactement dans le même Mais cas de figure. oui, oui, voilà, au cas par cas, en effet, hein, mais enfin, je Mais tiens à enfin, pour moi, soulever quand même. je note surtout le problème de portabilité là pour l'instant. Mhm. Le reste, le regroupement, c'est qu'une proposition et enfin, je Oui. vois pas de Mhm. difficulté, si ce n'est que voilà. peut-être la proposition ne sert à rien dans certaines Possiblement. je pense- candidatures, quoi, c'est tout. le sujet, c'est qu'ils ont plusieurs gammes, mais que la déclaration RGPD va être la même pour toutes, en fait. C'est pour ça que Ouais. Oui, mais ça, c'est pas un questionne. souci. C'est pas un souci, Mhm. ça. Oui, c'est pour ça, il n'y a pas de souci de faire Et c'est pour plusieurs ça déclarations. Oui. qu'on veut regrouper. C'est parce qu'on a bien conscience que tout fonctionne de la même façon, que le RGPD c'est la même, et que la portabilité, souvent, même moyennant la discussion qu'on a eue tout à l'heure, la portabilité est la même pour tous les appareils aussi. C'est pour ça qu'on propose ce regroupement. Voilà. Donc voilà. Bah, il est quand même 38 et j'ai une autre réunion là. Je suis un petit peu en retard, mais voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je note surtout la difficulté là, sur la portabilité. Et William, je veux bien que tu me fasses Oui, un on petit va, topo là-dessus, je on va dirais réfléchir à assez ça, ouais. succinct, hein. Ouais, 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 ça avec marche. avec les adhérents, si tu peux me Mais faire ça. Et- ça va nécessiter de comprendre, d'aller un petit peu plus loin sur ces données-là, parce que moi, je vois pas la pertinence, hein. À ce stade-là, je la vois pas, je te le dis. Donc, on va voir avec Hélène et nos chers adhérents là comment on peut instruire ça. Ça marche. Merci Ok, en tout cas. voilà. Et puis si vous pouvez effectivement quand même initier les candidatures, Oui, voilà, ce serait vraiment très bien. Parce que de toute façon, portabilité ou pas, il y aura de toute façon le un RGPD. dossier à faire. À Voilà. faire. Est-ce Et que vous pourriez nous transmettre la présentation aussi éventuellement? bien sûr, Super, merci beaucoup. vous aurez ça dès que possible. Voilà. Merci. Ah, Merci beaucoup merci. pour l'organisation. Oui, Au Au revoir. revoir. merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.